Donc on va voir ensemble l'imagerie thyroïdienne, avec un petit aperçu sur l'imagerie de la parathyroïde. Donc l'objectif de notre cours, c'est quoi? C'est d'argumenter les indications en imagerie, c'est-à-dire chaque technique d'imagerie, pourquoi on indique telle ou telle technique d'imagerie, et pour l'hiérarchie des examens radiologiques. Et pour évaluer le bénéfice de la technique par rapport au risque et au coût de l'examen. Donc l'échographie thyroïdienne, c'est l'examen de première intention en matière d'imagerie thyroïdienne. C'est l'examen le plus indiqué et de première intention. Donc il est demandé devant toute modification de la morphologie thyroïdienne, donc toute bossure au niveau de, par exemple, cervicale ou déformation cervicale, doit mener vers un examen échographique. C'est un examen simple, anodin, qu'on peut le répéter. C'est un examen qu'on peut le réaliser au lit du malade. Donc c'est un examen très maniable et très praticable. Donc les indications de l'échographie. Donc vous avez des indications recommandées et des indications en fonction du contexte. Donc les indications recommandées de l'échographie, vous avez une anomalie à la palpation cervicale. Donc c'est une indication à l'échographie. L'évaluation initiale des nodules thyroïdiens. Donc tout nodule thyroïdien doit bénéficier d'une échographie. La surveillance des cancers thyroïdiens opérés. Donc, malade qui a bénéficié d'une thyroïdectomie, par exemple totale, doit bénéficier des échographies de contrôle. Le guidage des cytoponctions, donc pratiquement toutes les cytoponctions à pratiquer actuellement sont guidées par l'échographie, parce que l'échographie apporte mieux, ou elle a un effet bénéfique par rapport à la ponction à l'aveuglette. D'accord? Donc, pratiquement, actuellement, toutes les cytoponctions sont écho-guidées. Et la surveillance des nodules non opérés. Donc, par exemple, quelqu'un qui présente un nodule thyroïdien, scoré TI-RADS par exemple 3, on va voir par la suite la classification TI-RADS. Donc, la surveillance se fait échographiquement. En contexte particulier, donc vous avez un malade qui présente par exemple des métastases, par exemple osseuses, et vous n'avez pas le pôle primitif. Donc vous devez réaliser impérativement une échographie cervicale à la recherche du pôle primitif. Dans les hypothyroïdies, donc par exemple quelqu'un qui présente des signes d'hypothyroïdie clinique, donc vous devez faire une échographie à la recherche des signes de thyroïdite. Donc la thyroïdite est de diagnostic échographique facile pour quelqu'un qui est chevronné en échographie. Le diagnostic étiologique des hyperthyroïdies, par exemple au cours de la maladie de Basedow, on va voir par la suite l'aspect échographique, et la surveillance après chirurgie. Est-ce qu'il y a des questions? Pour les indications, donc vous devez savoir les indications de l'échographie. La réalisation pratique, c'est-à-dire l'examen proprement dit, comment on se réalise l'échographie. Donc l'échographie est un examen anodin. La thyroïde, pour le rappel anatomique, c'est une glande qui est superficielle, située de part et d'autre de la trachée. Donc on l'examine puisqu'elle est superficielle, on l'examine par une sonde linéaire de haute fréquence. Parce que la sonde linéaire de haute fréquence examine les parties superficielles. Et la sonde convexe, ou par exemple pour l'abdomen ou les régions profondes. Donc, matériel performant, c'est-à-dire sonde de haute fréquence, et un échographiste entraîné, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé en matière d'échographie. Donc, l'examen se fait par des coupes transversales et des coupes longitudinales. Donc, vous devez analyser
les deux lobes et l'isthme. Donc, analyse sur les deux plans, transversal et longitudinal. Vous devez toujours compléter par l'exploration Doppler, à la recherche d'une malformation, par exemple, ou une atteinte vasculaire, ou par exemple, une atteinte qui est richement vascularisée, par exemple, au cours des thyroïdites, et vous complétez par l'exploration des aires ganglionnaires. Les aires ganglionnaires, de part et d'autre, latéraux, jugulaires, surtout le territoire 3 et le territoire 4. D'accord? Ce sont les territoires de drainage lymphatique de la thyroïde. Le caractère plongeant est recherché en échographie si le lobe, par exemple, le lobe thyroïdien dépasse le rebord claviculaire ou le sternum. Donc, si le lobe ou le l'isthme dépasse le rebord claviculaire ou le sternum, donc c'est un goitre plongeant. Le goitre, c'est quoi? Vous connaissez le goitre. Le goitre, c'est une augmentation de volume de la thyroïde. S'il dépasse le défilé cervico-thoracique, c'est un goitre dit plongeant. D'accord? Le compte rendu de l'échographie, donc, comporte d'une façon indispensable, le volume de la thyroïde. Donc, le volume se mesure par trois mesures. Donc, vous avez la largeur, l'épaisseur et la longueur. Vous recherchez toujours l'atteinte ganglionnaire et on récapitule à la fin par un schéma. Donc, on va voir par la suite un type de schéma donc, sur lequel vous mentionnez les nodules, vous énumérez les nodules, par exemple nodule N1, N2, N3, et vous faites la description et la classification pour chaque nodule. Donc, un type de compte rendu standard. Donc, généralement, le motif de consultation d'examen, par exemple, examen réalisé pour quel motif? Par exemple, antécédents familiaux de cancer thyroïdien, par exemple, une masse palpable cervicale. La technique, c'est l'utilisation d'une sonde linéaire de haute fréquence, type d'échographe et la mise en marche, ou la date de la mise en marche de l'échographe. Les résultats, donc le volume thyroïdien, les nodules, les différentes caractéristiques du nodule, à savoir l'écostructure, les contours, la vascularisation, l'atteinte ganglionnaire s'il existe, et vous faites à la fin une conclusion. La conclusion, est-ce que c'est un goitre ou thyroïde de volume normal? Est-ce qu'elle est homogène ou hétérogène, donc aspect d'une thyroïdite par exemple, ou est-ce qu'elle comporte des nodules et on va les classer selon une classification internationale. Donc le résultat, l'échographie thyroïdienne, l'aspect normal, la thyroïde, elle est d'écostructure un peu échogène, homogène, les contours sont réguliers, il n'y a pas, généralement la thyroïde elle est bien encapsulée, donc il n'y a pas d'effraction capsulaire ou les volumes donc sont variables d'une région géographique à une autre selon le sexe, l'âge. Donc on accepte généralement entre 10 et 24. Ici en Algérie, généralement on accepte jusqu'à 20 cm3 ou 20 grammes. Donc le volume thyroïdien peut atteindre 20 grammes. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'aspect normal? Donc l'aspect normal, écostructure échogène, homogène, il n'y a pas de déformation des contours et le volume doit être de 10 à 20 approximativement. On passe aux dysthyroïdies. Les dysthyroïdies sont généralement les thyroïdites. D'accord? Vous avez la maladie de Basedow. La maladie de Basedow, c'est une thyroïdite avec généralement une atteinte ophtalmique, l'exophthalmie de la maladie de Basedow. Donc échographiquement, vous trouvez une alternance de zones échogènes et hypoéchogènes de la structure thyroïdienne sans lésion nodulaire, avec un aspect richement vascularisé au mode Doppler. On va voir un exemple. La thyroïdite auto-immune ou maladie d'Hashimoto ou thyroïdite d'Hashimoto, c'est une thyroïdite très fréquente. Donc elle touche plus de 5% de la population. Si on réalise par exemple
échographie pour vous, on va trouver au moins 10 personnes qui présentent une thyroïdite d'Hashimoto. Donc, c'est une, échographiquement, vous trouvez l'aspect hypoéchogène avec un aspect hyperéchogène des travées. Donc, vous trouvez des plages hypoéchogènes séparées par des travées hyperéchogènes. Les goitres multinodulaires toxiques, donc, ce sont généralement une thyroïde augmentée de volume, siège de multiples nodules. Les nodules toxiques, généralement, sont des nodules solides. On va voir par la suite les nodules kystiques, solides et mixtes. Voilà l'aspect d'une thyroïdite. Thyroïdite, vous trouvez l'aspect hypoéchogène, d'accord, avec l'aspect des septa hyperéchogènes, d'accord. Parenchyme grossièrement hypoéchogène avec épaississement des septa. C'est une thyroïdite auto-immune type thyroïdite Hashimoto. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au nodule thyroïdien. Le nodule thyroïdien, c'est la pathologie la plus fréquente en matière de thyroïde. Le nodule thyroïdien peut être purement kystique. S'il est kystique, comment il apparaît sur l'échographie? Anéchogène, c'est pas hypoéchogène. Anéchogène, il est vide d'écho, totalement noir, avec un renforcement postérieur. D'accord? On a l'échostructure, elle peut être mixte, c'est-à-dire solido-kystique, avec à prédominance soit kystique, soit tissulaire. Donc, plus l'échostructure elle est kystique, plus le nodule est en rapport avec la bénignité. D'accord? Et on passe aux structures solides. L'échostructure solide, vous avez il peut être soit échogène, hypoéchogène ou fortement hypoéchogène. Donc, l'échostructure, ça vous aide à la classification du nodule. Est-ce que c'est un nodule suspect? Est-ce que c'est un nodule qui nécessite une cytoponction ou pas? D'accord? L'échostructure, par exemple, hypoéchogène. Donc, par exemple, les cancers sont généralement des nodules hypoéchogènes, voire fortement hypoéchogènes. Donc, on va les classer ThyRADS 4B ou 5. On va voir par la suite la classification. Les nodules ézoéchogènes sont moins fréquentes, 3 à 20%, et sont généralement de classification ThyRADS 3. D'accord? Probablement bénin. Les hyperéchogènes sont rarement, voire exceptionnellement, malignes ou nodules malins. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, d'abord, vous devez connaître l'échostructure, les contours, pour éventuelle classification. On passe à la classification. Donc, pour faire la classification des nodules, donc vous devez analyser la forme. Est-ce que c'est un nodule ovale ou non? D'accord? Les contours, est-ce que ce sont des contours réguliers, irréguliers, spéculés par exemple? Et le contenu, vous avez l'échostructure. Est-ce que c'est une échostructure homogène ou hétérogène? Si elle est hétérogène par quoi? Par la présence par exemple de calcification. L'échogénicité, on a dit tout à l'heure, isoéchogène, hypoéchogène, hyperéchogène et hypoéchogène. D'accord? Hypoéchogène, vous avez hypoéchogène et fortement hypoéchogène par rapport à l'échostructure du muscle. On va faire la comparaison par rapport aux structures musculaires. Donc, on analyse toujours la vascularisation par le Doppler, la dureté en élastographie. L'élastographie, c'est quoi? C'est une application. Ce sont les échographes récents qui sont munis d'élastographie. C'est pour mesurer la rigidité des nodules. Est-ce que c'est un nodule rigide ou souple? D'accord? Donc voilà la classification. Classification
TIRADS. TIRADS, c'est-à-dire Thyroid Imaging Reporting Data System. D'accord. Donc c'est une classification internationale. Actuellement, on travaille avec une classification appelée E-TIRADS. EU avec TIRADS. EU, c'est européenne. European TIRADS. Européenne, donc pour la différence entre TIRADS et E-TIRADS, seulement le 4A est devenu 4, le 4B et le 5 sont devenus 5. D'accord. C'est seulement le changement, un seul changement. Donc le TIRADS 1, c'est un nodule bénin, examen bénin, pardon. TIRADS 2, c'est un examen bénin. 3, c'est très probablement bénin. 4A, faiblement suspect. Le 4B et le 5, donc 4B, fortement suspect, et oui. Comment on fait la classification TIRADS? On va voir ensemble la classification. Comment classer un nodule? Voilà, pour la classification TIRADS. Donc vous avez les signes de suspicion. Vous avez 5 signes de suspicion. Forme non ovale, c'est-à-dire non ovale, c'est-à-dire plus épais que long ou plus épais que large. Normalement, le nodule normal qui n'est pas suspect, vous trouvez que c'est un nodule ovale à grand axe vertical. Vertical, d'accord? C'est le grand axe qui est parallèle à l'axe de la thyroïde, parallèle à l'axe du lobe. Si par exemple le nodule évolue transversalement, horizontalement, c'est-à-dire il évolue sur le plan épaisseur, par exemple, ou sur le plan largeur, c'est un signe de suspicion, d'accord? C'est un des 5 critères de suspicion, d'accord? Les contours, si les contours sont irréguliers, spéculés ou lobulés, c'est un deuxième signe. Les microcalcifications, la présence de microcalcifications, l'hypoécogénicité marquée, donc discrètement hypoécogène, c'est TIRADS 4A, fortement hypoécogène avec signe associé, c'est le TIRADS 4B, voire 5 s'il y a d'autres signes. Donc pour faire la classification, s'il y en a un ou deux signes parmi ces 5 signes, donc c'est généralement c'est un 4. Présence de un seul signe, c'est un 4. D'accord? Un signe parmi ces signes. D'accord? 3 signes et plus, ou 3, par exemple, l'association des 5 signes, c'est un TIRADS 5. Donc vous avez les signes de forte suspicion. Premièrement, voilà l'aspect d'écostructure normale de la thyroïde. La thyroïde, elle est discrètement écogène. Voici un nodule qui est fortement hypoécogène, déjà c'est un facteur. Il est ovale à grand axe horizontal. Donc normalement l'aspect ovalaire normal, il évolue dans l'axe du lobe. Toute augmentation horizontale, c'est-à-dire dans l'axe antéro-postérieur ou dans l'axe latéral, est un signe de malignité. C'est un signe de suspicion. D'accord? Parce que, oui. Non. Pardon. On fait des coupes axiales, c'est-à-dire coupe transversale, et des coupes longitudinales. D'accord? Celle-là, c'est une coupe longitudinale. On prend le lobe sur le plan longitudinal. D'accord? On fait la sonde comme ça. Donc, soit on balaye comme ça, on dépose la sonde comme ça, ou comme ça. D'accord? Coupe axiale, transversale, ou coupe longitudinale. Hein? Oui. Hein? Là, c'est une coupe transversale. D'accord? Longitudinale, pardon. Sur le plan longitudinal. Si elle est perpendiculaire à l'évolution, à l'axe normal de la thyroïde, elle est suspecte.
Donc, si on fait la coupe, vous êtes le réalisateur de l'échographie. Donc, si vous faites, par exemple, la coupe comme ça, vous ne pouvez pas analyser une image échographique. Vous faites l'échographie, d'accord. Si vous faites, par exemple, la coupe comme ça, donc vous trouvez la trachée, par exemple. Une coupe de trachée transversale, d'accord. Si vous faites la coupe longitudinalement, vous trouvez cet aspect, d'accord. C'est à la manipulation, c'est pas sur une image, d'accord. Les contours irréguliers, d'accord. La vascularisation avec les microcalcifications apparaissent comme étant des piquetés hyperéchogènes ou des échos denses. Donc ce sont des microcalcifications. Et l'hypoéchogénicité marquée, elle est par rapport aux muscles. Vous trouvez la structure musculaire, par exemple, elle est hypoéchogène. Si le nodule il est plus hypoéchogène que la structure musculaire, donc c'est un critère de suspicion. Oui. Pardon? Le stade? Pourquoi? Pour quel nodule? Ce sont les signes de suspicion, c'est pas le même nodule. Chaque image est un nodule à part, d'accord? C'est juste pour vous montrer les signes de suspicion. Vous avez l'aspect ovale, non ovale, c'est-à-dire avec une évolution antéro-postérieure ou latérale, les contours irréguliers, la présence de microcalcification et l'hypoéchogénicité. Il vous reste seulement un signe. Oui. Oui. Par rapport aux muscles, c'est pour fortement hypoéchogène. On dit, par exemple, discrètement hypoéchogène par rapport à la thyroïde. S'il est fortement hypoéchogène, c'est par rapport à la structure musculaire. D'accord? Voilà une coupe, voilà la question. Une coupe transversale, avec, vous trouvez ici la trachée, une forme ovale et une coupe longitudinale. Vous analysez le lobe sur le plan longitudinal, vous trouvez que c'est un nodule. Il est parallèle, grand axe. Le grand axe du nodule est parallèle au grand axe. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Celle-là, c'est une coupe longitudinale et celle-là, c'est une coupe transversale. Les coupes transversales, ce sont des images zoomées. Si par exemple, vous trouvez une image, la coupe, par exemple, transversale, vous trouvez une coupe transversale aussi de la carotide et la jugulaire. Vous trouvez une section. Image arrondie de la carotide et de la jugulaire. Si par exemple, vous allongez l'image, donc vous trouvez une image linéaire des vaisseaux. Les contours, parfois, sont flous. Les contours sont pas... Donc, vous devez voir sur des images, parce que ici, je n'arrive pas... Les contours sont parfois flous, c'est-à-dire ne sont pas visibles. Donc, c'est un critère de suspicion. Le score 4B est un score fortement suspect, donc on doit compléter par une cytoponction. Donc ici, vous analysez les calcifications, les microcalcifications sous forme des piquetés hyperéchogènes avec des cônes d'ombre postérieures. Les microcalcifications peuvent ne pas donner des cônes d'ombre postérieures, d'accord? Mais il faut faire la différence entre piquetés calciques et par exemple une piquetée hyperéchogène avec l'artefact en queue de comète, cet aspect. C'est un aspect d'artefact en queue de comète en cas des impactions colloïdes. Les impactions colloïdes, vous le trouvez au cours des nodules, par exemple, kystiques. C'est un nodule anéchogène, c'est un nodule kystique qui contient des impactions colloïdes sous forme de piqueté hyperéchogène avec un artefact dit en queue de comète. D'accord? Ces impactions colloïdes peuvent être mobiles. Donc vous pouvez, au changement de position, vous trouvez que ces impactions changent de position.
L'aspect fortement hypoécogène, on a dit par rapport à l'écostructure musculaire. Donc, vous voyez ici la structure musculaire qui est hypoécogène et le nodule qui est fortement hypoécogène. L'élastographie, on a dit que c'est une application, un logiciel qui permet de mesurer ou d'identifier l'élasticité des nodules. Donc, si l'aspect, par exemple, est vert ou à prédominance vert, par exemple, c'est un nodule probablement bénin. Si l'aspect est bleu ou à prédominance bleue, c'est un aspect suspect. D'accord? Donc, vous analysez l'écostructure, les contours, l'élasticité, et vous faites l'écogénicité, l'écostructure, les contours et l'élasticité. D'accord? Et par la suite, vous faites la classification du nodule. La vascularisation, elle est utile pour les nodules, mais elle n'est pas introduite ou elle n'est pas incriminée dans la classification TIRADS. D'accord? On va voir par la suite les types de vascularisation. Si aucun des signes cliniques, des signes échographiques n'est présent, donc ni hypoécogénicité, ni contour irrégulier, ni calcification, donc vous allez le scorer, soit 3, soit 2, soit 1. D'accord? S'il est isoécogène ou hyperécogène, donc c'est un TIRADS 3. S'il est kystique pur ou spongiforme, c'est un TIRADS 2. D'accord? Le score 4A, discrètement hypoécogène, est un nodule scoré TIRADS 4A. S'il est bien limité, ovalaire, contour régulier et discrètement hypoécogène. Discrètement hypoécogène, une seule partie, par exemple, qui est discrètement hypoécogène, suffit pour le classer en TIRADS 4A. Fortement hypoécogène, ça rentre dans les signes de suspicion. Est-ce que vous avez compris? Non. Donc vous avez un nodule thyroïdien. Donc, échographiquement, vous devez l'analyser pour le classer. D'accord? Pour l'analyser, qu'est-ce qu'on fait? On analyse l'écostructure. Est-ce qu'il est écogène, hypoécogène, anécogène, spongiforme? Donc, il y en a plusieurs types. S'il est discrètement hypoécogène, déjà discrètement hypoécogène, il est classé 4A. D'accord? Fortement hypoécogène, il contient déjà un signe de suspicion. Les signes de suspicion, on a dit fortement hypoécogène, les calcifications, les contours irréguliers, l'élastographie, d'accord? Et les calcifications, on en a parlé. Donc, il y en a 5 signes. D'accord? L'association de 2 signes ou plus, c'est 4B. 3 signes ou plus, c'est 5. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour le nodule discrètement hypoécogène, il suffit de voir une petite plage à l'intérieur d'un nodule qui est écogène. Celui-là, c'est un nodule écogène, mais il est hétérogène par la présence d'une petite plage hypoécogène. Donc, vous allez le classer directement 4A. Sauf s'il y a association, par exemple, de calcification, de contours irréguliers, ou vous pouvez le surclasser en 4B ou 5. Le score 3, ce sont généralement des nodules écogènes, entourés par un halo continu, discrètement hypoécogène, d'accord, qui sont ovalaires, bien limités, avec une vascularisation généralement périphérique. Donc, on va voir les types de vascularisation. C'est un nodule TIRADS 3. Les nodules TIRADS 3 sont les nodules les plus fréquents. Plus de 60% des nodules sont TIRADS 3. Pour les nodules TIRADS 2, donc très probablement bénin, donc vous avez le kyste simple, d'accord, un aspect anécogène avec renforcement postérieur. Vous avez l'aspect spongiforme, en forme d'éponge, c'est un nodule bénin. Vous avez une calcification, une macrocalcification, c'est-à-dire un nodule totalement calcifié.
Les nodules calcifiés apparaissent comment? Comme une structure hyperéchogène avec un cône d'ombre postérieur. Ce sont les calcifications à l'échographie. D'accord? Et les calcifications linéaires sont classées TERATS 2. Aspect normal, TERATS 1. Échographie sont lésions nodulaires. Est-ce qu'il y a des questions? La vascularisation, je vous ai dit qu'elle n'est pas intéressante pour la classification TERATS. Mais elle peut vous orienter, par exemple. Les types de vascularisation. Soit le nodule, il est totalement avasculaire, donc il n'y a pas de vaisseau à l'intérieur. Soit la vascularisation, elle est de type périphérique. Soit la vascularisation, elle est de type mixte, donc périphérique et centrale. Soit il est richement vascularisé au niveau du centre. Donc ces deux types, c'est-à-dire mixte et central, sont en rapport avec des signes de suspicion. Non, on ne peut pas les classer grâce aux vascularisations. D'accord? C'est juste pour vous orienter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? C'est l'essentiel du cours. Hein? La pathologie nodulaire, c'est la pathologie la plus fréquente. Donc vous êtes des futurs médecins, vous devez, dès que vous lisez par exemple un compte rendu échographie cervicale, donc vous devez comprendre c'est quoi un nodule thyroïdien, c'est quoi les contours, la classification, est-ce que c'est suspect, non, parce que vous êtes des futurs prescripteurs d'examen échographique, donc vous devez connaître ou vous devez connaître, étudier ou analyser les résultats. Donc après normalement chaque compte rendu contient ce qu'on appelle un schéma récapitulatif. Donc normalement le compte rendu avec les détails en haut et vous avez le schéma en bas. Donc le schéma sur lequel vous énumérez les différents nodules. Si par exemple quelqu'un qui présente 2 ou 3 nodules. Donc vous schématisez le nodule, la localisation. Est-ce que c'est un nodule lobaire par exemple droit? S'il est lobaire droit, est-ce qu'il est apical, médiolobaire ou basilobaire ou lobaire inférieur? Et s'il est par exemple apical, est-ce qu'il est antérieur par exemple, moyen ou postérieur? Donc voilà, celle-là c'est la coupe transversale et celle-là c'est la coupe longitudinale. L'aspect de la thyroïde sur la coupe transversale et l'aspect des lobes sur les coupes longitudinales. Donc on doit schématiser et énumérer les nodules. Toujours on doit compléter par l'analyse des aires ganglionnaires. L'aspect échographique des ganglions normal, il est généralement d'aspect réniforme, c'est-à-dire ovalaire, à grand axe parallèle à l'axe du corps, avec un nid graisseux hyperéchogène. Toute modification de la structure du cortex ganglionnaire ou l'effacement du hile graisseux des ganglions est en rapport avec des adénopathies, donc une pathologie à l'intérieur du ganglion. Celui-là, c'est l'aspect normal des ganglions. Toute modification de l'écostructure à l'intérieur du ganglion est suspecte. Donc c'est une adénopathie généralement suspecte. Donc si vous, par exemple, analysez une structure ganglionnaire et vous trouvez un aspect en longette kystique, donc, ou bien un aspect dit thyromimétique, c'est-à-dire rappelant la structure glandulaire. Donc de même écostructure que la glande. Ou un aspect avec des microcalcifications et une vascularisation, donc ce sont des adénopathies secondaires, c'est-à-dire des adénopathies métastatiques. Donc le nodule est déjà classé directement 5. Donc c'est un nodule malin avec des métastases ganglionnaires. Est-ce que vous avez compris? Vous analysez la thyroïde, vous analysez les nodules, les caractéristiques des nodules, vous classez, vous analysez après les aires ganglionnaires. Si les adénopathies sont de
de ce type ou ce type ou celui-là, donc ce sont des adénopathies secondaires, c'est-à-dire des métastases à l'intérieur des ganglions. C'est un nodule, par exemple, classé TIRADS 5. C'est un nodule qui nécessite une thyroïdectomie avec curage ganglionnaire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant la classification, les nodules, l'aspect échographique? Est-ce que vous avez compris? N'hésitez pas de poser des questions, hein, n'importe quelle question. On passe à la scintigraphie. Je voulais bien faire cette partie de scintigraphie, donc auparavant il n'y a pas, aux anciens programmes, il n'y a pas de scintigraphie ni échographie thyroïdienne. Votre programme d'unité d'enseignement intégré comporte cette pathologie thyroïdienne. Donc la scintigraphie thyroïdienne, c'est quoi? C'est un examen dit central et indispensable au cours des hyperthyroïdies. D'accord? Si par exemple quelqu'un qui présente une hyperthyroïdie et vous voulez bien étiqueter ou pour avoir une orientation diagnostique, vous complétez par une scintigraphie. La scintigraphie, c'est une imagerie fonctionnelle comparativement à l'imagerie des radiologues. La scintigraphie, en France, elle est réalisée par les radiologues, mais en Algérie, elle est réalisée par les médecins nucléaires. D'accord? Donc, c'est un examen fonctionnel, c'est-à-dire fonctionnel. On introduit une substance radioactive, par exemple l'iode, on a différents types de iode, et on fait des acquisitions par des gamma caméras. Des gamma caméras qui vont détecter la substance radioactive. D'accord? En fonction de la région anatomique à explorer, on utilise des substances radioactives différentes. D'accord? Pour, par exemple, la thyroïde, l'iode ou technétium, pour l'os, par exemple, technétium, pour la parathyroïde, la MIBI. Donc, chaque partie ou région anatomique a une substance radioactive bien particulière. Donc les indications de la scintigraphie, donc c'est l'altération de la fonction thyroïdienne. Donc les altérations de la fonction thyroïdienne à type d'hyperthyroïdie. Seulement l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, toutes les étiologies confondues, à savoir les nodules toxiques, les goitres multinodulaires, les thyroïdites auto-immunes, la maladie de Basdo. Donc ce sont des pathologies qui donnent une hyperthyroïdie qui peuvent être explorées par la scintigraphie. Pour la scintigraphie à intérêt thérapeutique, appelée irathérapie, est-ce que vous avez entendu parler de l'irathérapie après thyroïdectomie? Il y en a un type de malade qui a un cancer type vésiculaire. Après la thyroïdectomie, on réalise ce qu'on appelle l'irathérapie. L'irathérapie, c'est la radiothérapie métabolique. Donc on utilise ce qu'on appelle l'iode 131 pour détruire les cellules résiduelles et les métastases des cancers vésiculaires. D'accord? Donc les diagnostics des hypothyroïdies, c'est pas un examen utilisé au cours des hypothyroïdies. D'accord? C'est un examen utilisé seulement en hyperthyroïdie. Il reste seulement une petite indication au cours des hypothyroïdies chez le nouveau-né. Si par exemple vous avez un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie et vous jugez l'indication d'une scintigraphie. C'est pour faire la différence entre athyriose, c'est-à-dire l'absence totale de la thyroïde, ou l'ectopie thyroïdienne. Par exemple, un enfant, un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie. Si par exemple on réalise une échographie, loge thyroïdienne libre, il n'y a pas de thyroïde. Donc on réalise la scintigraphie pour voir est-ce que c'est une athyriose, c'est-à-dire agénésie totale de la thyroïde, ou bien une thyroïde ectopique, par exemple,
sous-lingual ou médiastinal. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, la scintigraphie est indiquée en matière d'hypothyroïdie. C'est pour faire la différence entre ce qu'on appelle un nodule chaud et un nodule froid. D'accord? Le nodule chaud, c'est un nodule hyperfixant de la substance radioactive, et le nodule froid, c'est un nodule qui ne fixe pas la substance radioactive. D'accord? La scintigraphie n'a pas d'intérêt prédictif dans la malignité, contrairement à l'échographie qui fait la classification TERATS avec des nodules suspects, bénins, fortement suspects. En scintigraphie, on ne peut pas parler de la malignité. D'accord? La scintigraphie ne permet pas de mesurer les nodules. D'accord? Il n'y a pas de mesures sur la scintigraphie. Ou la scintigraphie n'est pas un examen de surveillance, seulement un seul examen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Thérapeutique, si on utilise le l'iode 131, c'est l'hérathérapie. Et diagnostic au cours des hyperthyroïdies. Orientation diagnostique. Donc, pour la réalisation, par exemple, d'une scintigraphie, donc vous devez toujours orienter le malade pour scintigraphier, et vous devez partager avec le médecin, le médecin de médecine nucléaire, la TSH et les signes cliniques, parce qu'il ne peut pas interpréter une image scintigraphique sans renseignement clinique et sans TSH. Voilà l'aspect, les indications de l'hérathérapie. Donc, elle est appelée totalisation isotopique, hérathérapie ou radiothérapie métabolique. Donc, on fait introduire l'iode 131 parce que la scintigraphie normale, exploration, on peut utiliser l'iode 123 ou le technétium 99, et l'iode 131, il est laissé beaucoup plus pour les indications thérapeutiques, parce que il est plus irradiant, il émet ce qu'on appelle des rayons bêta. Donc voilà, le traceur utilisé généralement c'est le technétium, l'iode 123 ou bien le technétium 99. Le 131 c'est pour intérêt seulement thérapeutique. La différence entre le 123 et le technétium 99, le 123 il est plus spécifique parce qu'il va être capté et par la suite organifié, c'est-à-dire il subit l'oxydation comme l'iode alimentaire. D'accord? Vous avez fait au cours de la deuxième année l'hormonogénèse thyroïdienne, la captation de l'iode, l'organification, c'est-à-dire l'oxydation. D'accord? Les pièges au cours de la scintigraphie. Donc, de préférence, la scintigraphie doit être réalisée avant les examens de l'imagerie. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un, présente un nodule thyroïdien, vous faites la cytoponction, atypie cytonucléaire, vous décidez de la chirurgie. Donc, vous devez faire ce qu'on appelle un bilan d'extension thoraco-abdominal et vous devez faire la scintigraphie. Pour le bilan d'extension radiologique, de préférence, il va être après la scintigraphie, parce que on utilise ce qu'on appelle le produit de contraste iodé, qui contient l'iode. Si l'iode utilisé en scanner va être capté, on va avoir ce qu'on appelle une hyperthyroïdie de surcharge par le produit de contraste iodé. Donc on commence toujours par la scintigraphie, puis l'imagerie de bilan d'extension. Il y en a aussi les malades sous amiodarone. Amiodarone, c'est un antiarythmique ou amiodarone ou appelé cordarone. Il donne aussi les signes d'hyperthyroïdie par surcharge iodée.
Donc on a parlé, une image scintigraphique ne peut s'interpréter correctement quand on est en connaissance du contexte clinique et du niveau du TSH. D'accord? Les hyperthyroïdies, scintigraphie au cours des hyperthyroïdies. Nous avons ce qu'on appelle les nodules toxiques. Un nodule toxique, c'est un nodule qui fixe toute la substance radioactive. On va voir par la suite un exemple. C'est un nodule très chaud. Généralement, il donne des signes de cardiothyréose, donc des palpitations, des tachycardies, donc des signes d'intoxication aux hormones thyroïdiennes. La maladie de base d'eau, on n'aura pas par la suite une image, c'est une fixation bilatérale et symétrique des deux lobes thyroïdiens. Au cours des thyroïdites, on parle de ce qu'on appelle la scintigraphie blanche. Donc il n'y a pas de fixation. Parce qu'au cours des thyroïdites, on aura ce qu'on appelle le largage des hormones après une réaction immunitaire avec destruction des cellules thyroïdiennes. Les goitres multinodulaires peuvent comporter des nodules chauds et des nodules froids. Donc les cancers thyroïdiens, après thyroïdectomie, on réalise la scintigraphie surtout pour les cancers vésiculaires. Donc vous avez les cancers folliculaires, vésiculaires et médulaires. Pour les cancers vésiculaires, après traitement chirurgical, c'est-à-dire thyroïdectomie et curage ganglionnaire, on réalise ce qu'on appelle la scintigraphie pour la destruction des îlots cellulaires, des reliquats et des métastases intraganglionnaires et au niveau du corps entier. Voilà l'aspect d'un nodule froid. Un nodule lobaire froid, fixant avec discrète atténuation du lobe droit et le lobe gauche qui fixe toujours la substance radioactive. L'aspect de la thyroïde normale, la fixation bilatérale et symétrique. Un nodule chaud, c'est-à-dire la fixation radioactive, elle est centrée sur le nodule, lobaire, médiolobaire droit. Un nodule chaud prétoxique, c'est-à-dire prétoxique, donc on a l'extinction déjà du lobe gauche. Donc la fixation se fait seulement au niveau du nodule et juste en périnodulaire. Oui. Le nodule chaud, c'est le nodule qui fixe la substance radioactive. La fixation se fait comme ça. Cet aspect rouge, la fixation de la substance radioactive se fait comme ça. C'est un nodule chaud. Le nodule froid ne fixe pas. Vous ne trouvez pas de fixation de la substance radioactive. Pardon? Oui, elle ne se colore pas. Elle ne brille pas ne prend pas, la substance radioactive. La maladie de base d'eau, c'est une hyperthyroïdie avec une hyperfixation bilatérale au niveau des deux lobes. Voilà l'aspect échographique. Hypoéchogène, discrètement hypoéchogène avec hypervascularisation au mode Doppler et la fixation à la scintigraphie. Le nodule toxique, toute la substance radioactive est fixée par le nodule avec extinction du reste de la thyroïde. C'est-à-dire, le reste du parenchyme ne fixe rien. C'est un nodule toxique, chaud et toxique. Les thyroïdites subaiguës, donc thyroïdite subaiguë, au cours du stade d'hyperthyroïdie ou d'hypothyroïdie. Si vous réalisez une scintigraphie, vous trouvez l'aspect d'une scintigraphie blanche. Il n'y a pas de fixation ou discrète fixation lobaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Base 2, la maladie de base 2, c'est une thyroïdite, c'est pas un nodule. C'est une thyroïdite, c'est l'inflammation de la thyroïde. Du parenchyme.
qui est richement vascularisé parce qu'il contient une inflammation. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon? Chaud? Oui. Celui-là, c'est un nodule chaud non toxique. Par exemple. Celui-là, c'est un nodule chaud pré-toxique. Parce qu'il y a une captation par le parenchyme adjacent. Celui-là, c'est un nodule chaud non toxique. Oui. Pardon? Oui. On ne parle pas de symétrie au cours de fixation, c'est juste l'agglomération ou la captation de la substance radioactive. D'accord? C'est juste, si vous trouvez un aspect pareil, c'est un nodule chaud. S'il y en a une extinction du parenchyme, on parle de nodule toxique. Il n'y a pas d'extinction du parenchyme. L'extinction, c'est-à-dire le parenchyme, le reste du parenchyme ne fixe rien. D'accord? Toute la substance est captée par le nodule. On parle de nodule toxique. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'échographie et la scintigraphie? L'échographie et la scintigraphie, ce sont les examens les plus couramment utilisés au cours de la pathologie thyroïdienne. Pour l'imagerie en coupe, c'est-à-dire le scanner et l'IRM, ils gardent quelques indications. C'est surtout pour le goitre plongeant. Si par exemple vous réalisez une échographie, vous trouvez que le lobe est plongeant en intramédiastinal, donc vous devez compléter par un scanner. Pourquoi? À la recherche des retentissements, est-ce que c'est un goitre plongeant qui refoule par exemple le trachée, qui refoule les vaisseaux, et pour une analyse de la vascularisation du lobe plongeant, les rapports vasculaires. D'accord? Le scanner et l'IRM peuvent être indiqués en cas d'une pathologie, par exemple, maligne, et vous ne pouvez pas faire la part, est-ce que c'est une pathologie thyroïdienne avec envahissement, par exemple, œsophagien ou trachéal, ou le contraire. Donc, vous réalisez l'imagerie en coupe. Donc, pour les bilans d'extension des tumeurs invasives, donc avec une atteinte, par exemple, osseuse, atteinte œsophagienne, donc vous réalisez ce qu'on appelle un scanner cervico-médiastinal. À la fois, vous faites le bilan d'extension, vous devez faire par exemple une approche diagnostique et vous faites ce qu'on appelle le bilan d'extension loco-régional, à la recherche d'autres adénopathies par exemple cervicales ou médiastinales, à la recherche d'atteintes vasculaires et à la recherche des compressions des organes nobles par exemple ou les thromboses par exemple artérielles ou veineuses. Un aspect par exemple d'un goitre plongeant médiastinal qui est hyperdense, spontanément hyperdense, qui est calcifié. Un autre exemple d'un goitre qui refoule la trachée. Voici la trachée avec un goitre plongeant en intramédiastinal. Donc c'est une volumineuse masse intramédiastinale refoulant la trachée. Un autre exemple d'un goitre plongeant, vous voyez l'aspect c'est un volumineux goitre plongeant à travers le défilé cervico-thoracique, arrivant en contact des structures vasculaires. Pourquoi vous faites le scanner? La vascularisation normale du lobe thyroïdien, vous pouvez faire l'analyse avec l'échographie. Si par exemple vous avez un lobe qui est plongeant ici, donc vous ne pouvez pas faire le diagnostic ou l'aspect échographique et la vascularisation, parce que des fois on trouve des anomalies vasculaires. Par exemple, le lobe, ce lobe peut être vascularisé par une artère aberrante, par exemple, qui naît de l'aorte. Si le chirurgien, par exemple, fait l'exérèse, donc s'il sectionne l'artère anormale, donc vous aurez une hémorragie cataclysmique avec le décès du malade. Donc c'est pour ça que vous devez faire le scanner pour le bilan lésionnel précis. Oui.
on peut avoir un goitre plongeant sur un seul lobe. Un goitre plongeant à droite ou à gauche. Pardon? Hein? Oui, les deux lobes. Il est plongeant à droite et à gauche. C'est quoi cet aspect pour voir est-ce que vous avez compris ou non? Celui-là. Donc celui-là, c'est un nodule parathyroïdien et non pas thyroïdien. Voilà l'aspect de la thyroïde sur une coupe longitudinale. Vous voyez ici la capsule. C'est un nodule bien encapsulé, rétrothyroïdien. D'accord? Les pathologies rétrothyroïdiennes, vous avez soit l'adénome hyperthyroïdien, c'est la pathologie la plus fréquente. Le cancer parathyroïdien, il tue seulement 1% de la pathologie parathyroïdienne. Nous avons l'hyperplasie parathyroïdienne et les adénomes sont les pathologies les plus fréquentes. Donc, on complète par la scintigraphie. Cette fois-ci, on réalise une scintigraphie à la MIBI. MIBI. La MIBI, elle est spécifique à la parathyroïde. D'accord? Vous trouvez ici une fixation thyroïdienne normale, bilatérale, et après, au temps tardif, vous aurez une fixation au niveau d'un nodule, c'est le nodule parathyroïdien. Est-ce qu'il y a des questions concernant le cours? C'est un nodule fixant. On parle de chaud et froid au cours de la pathologie thyroïdienne. C'est un nodule fixant qui fixe la substance radioactive. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon? Ah. On parle de nodule toxique, c'est-à-dire nodule qui est sécrétant. Donc, vous trouvez que chez les patients qui présentent des nodules toxiques, une hyperthyroïdie, au point que le malade présente des troubles de rythme avec tachycardie, tachyarythmie, d'accord? Une cardiothyréose. Donc, parce que c'est un nodule qui produit, des hormones en continu et en grande quantité. Toxique, c'est-à-dire le nodule qui sécrète beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. On fait le scanner et l'IRM pour les goitres généralement plongeants, pour le bilan lésionnel précis, surtout la vascularisation. Et en cas d'une tumeur infiltrative, c'est-à-dire une masse cervicale et que vous ne pouvez pas faire le diagnostic, est-ce que c'est une tumeur thyroïdienne avec envahissement par exemple œsophagien ou le contraire. Donc vous réalisez une imagerie en coupe pour un bilan lésionnel précis. Le scanner, les deux comparativement, on peut réaliser n'importe quel examen. Mais on préfère l'IRM parce qu'on n'utilise pas le produit de contraste, mais qui reste un examen un peu coûteux. La présence d'une... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toutes les questions sont intéressantes. Hein. Vous pouvez poser des questions. La présence d'une vascularisation? Donc, on a dit tout à l'heure, selon le type de la vascularisation. Si, par exemple, le nodule il présente une vascularisation périphérique ou il est avasculaire. Donc, ce sont des signes en rapport probablement avec la bénignité. Si la vascularisation elle est centrale ou richement vascularisée, il est probablement ou ce sont des signes en rapport avec une malignité. D'accord? Donc vous devez compléter par une cytoponction pour une analyse en apate. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris?
Oui. Oui. Au cours de la maladie du base d'eau? Une hyperfixation bilatérale et symétrique au cours de la maladie du base d'eau. Vous n'avez pas de questions. Merci de votre attention.